Bonjour. Je voudrais, à l'occasion de la célébration du 30e anniversaire de la création de l'école de santé publique de Kinshasa, remercier les organisateurs pour nous avoir associés à cette fête de mémoire. Il m'a été demandé de participer donc à cette belle fête à Kinshasa. Malheureusement, je ne saurais pas faire le voyage et je vais partager donc à distance mon expérience et mon témoignage dans le processus de création de cette institution de formation du personnel de santé publique dans notre pays. En ce qui me concerne, j'ai relevé les éléments suivants qui ont été déterminants dans la réussite du projet École de santé publique, comme on l'appelait alors. En premier lieu, il y a eu une vision partagée, une vision d'un un homme très dynamique et attachant, le professeur Kachalan Toumbadiong, qui, à partir du département de santé publique logé au sein de la faculté de médecine de Kinshasa, rêvait de créer une école autonome de santé publique pour répondre aux besoins immenses en personnel de santé publique formé dans notre pays. À l'époque, il faut le savoir, la formation des spécialistes en santé publique était essentiellement réalisée en Belgique et en France, pour ce qui est de l'Europe, à Cotonou au Bénin, à Lomé au Togo et à Ouagadougou au Burkina Faso pour ceux qui étaient des spécialistes en assainissement sanitaire. Mais il faudrait attendre les années 80 pour voir les spécialistes en santé publique formés par les États-Unis, et c'est l'université de Tulane qui a été le promoteur dans cette voie. Nous ne considérons pas ici les formations à court terme qui étaient réalisées par John Hopkins dans le cadre de naissances désirables et autres. Donc, le premier contingent formé en santé publique aux États-Unis est constitué de Dr Miatoudila, Dr Kabamban Kamani de Seplanut, Dr Ngwala qui était santé pour tous Kinshasa. Ensuite, il y aura Dr Lusamba qui sera formé à partir du projet Seplanut. Et nous serons donc la troisième vague qui va être formée en santé publique. Donc Dr Kaozi Sangwa, Dr Massamba, M. Saïdi Misango et moi-même. Mais il va ressortir très rapidement le besoin d'augmenter le nombre d'experts en santé publique, que ce projet sera le bienvenu pour répondre à ce besoin immense. C'est ici donc l'occasion de féliciter et rendre hommage au professeur Kachalan Toumbadiong pour avoir eu cette vision, avoir su la partager et avoir su mobiliser les gens autour de ce projet. Le deuxième élément que nous avons identifié dans le processus de création de l'école de santé publique a été la volonté politique exprimée à cette époque de l'histoire sanitaire de notre pays. En effet, sous l'influence de la déclaration d'Alma-Ata sur les soins de santé primaire en 1978, vous vous souviendrez donc cette conférence qu'avaient organisée l'OMS et l'UNICEF. Donc le pays, sur cette influence-là, va exprimer sa volonté de mettre en œuvre les soins de santé primaire dans le fameux discours du septennat du social du 5 décembre 1984. Les soins de santé primaire, bien sûr, donc seront considérés comme le cheval de bataille de la mise en œuvre de cette politique. La formation du personnel de santé sera considérée comme un élément déterminant dans l'organisation du système de santé. Cet élément important va servir de catalyseur au ministère de la Santé publique pour parrainer le projet de la création de l'école de santé publique au moment où le ministère de l'Enseignement supérieur et l'université ne semblent pas comprendre l'importance
de cet outil de développement sanitaire dans notre pays. C'est ici pour moi l'occasion de rendre hommage au feu professeur Nkandou Kabeya, ministre de la Santé publique à l'époque, qui avait marqué son accord sans hésiter quand nous l'avions contacté pour nous permettre d'accompagner la création de l'école de santé publique. Le troisième élément que nous avons identifié dans la réussite de la création de l'école de santé publique a été le partenariat privilégié avec en premier l'USAID. L'USAID à travers donc Tulane University a été un joueur déterminant donc dans les financements de l'école de santé publique. Sur place au pays, c'était tous les projets financés par l'USAID, en premier le 100 rues avec plusieurs zones de santé qui étaient financées et dont les médecins chefs de zone donc, étaient identifiés pour venir à l'école de santé publique. Il y avait ensuite le CEPLANUT, le PEV, avec les formations de médecins chefs de zone qui étaient réalisées à cette époque, le PSND, le SENACOV. Donc tout l'ensemble de projets santé de l'USAID était mobilisé pour accompagner l'école de santé publique. Bien sûr, au niveau du ministère, il y avait également le FONAMES. En deuxième lieu, je citerai l'OMS, qui a joué un rôle déterminant dans la prise en charge des apprenants au niveau de Kinshasa. Nous avions négocié, renégocié notre collaboration avec cette agence internationale et le ministre de la Santé publique d'ailleurs lui-même avait chapeauté cette négociation où nous avions converti un certain nombre de bourses d'études pour la formation clinique à l'étranger pour donc mettre à la disposition de l'école de santé publique et ainsi nous permettre de prendre donc en charge leur séjour à Kinshasa. En troisième lieu, il y avait le partenariat traditionnel avec la coopération Biels, dont le partenariat n'a pas été négligeable dans l'édification de l'école de santé publique. Quelles ont été les stratégies que nous avons utilisées pour la mise en œuvre de cette vision? Le premier point qui était ressorti, le point technique, c'était l'élaboration des objectifs pédagogiques et des modules de formation qu'il fallait faire à partir de l'identification de problèmes de santé des populations locales. Ainsi, on formait un personnel capable de résoudre le problème de sa propre communauté. Donc, à cet effet, nous avons utilisé les bases de données des programmes nationaux. Dans un premier temps, donc, le professeur Bill Bertrand nous avait amené le docteur Meya, qui est un retraité de l'OMS et qui est venu et nous avons fait la première ébauche des objectifs pédagogiques. Ce travail va être continué de manière intensive par le professeur Adjou Momoni, encore un autre retraité de l'OMS, et va faire un travail remarquable pour finaliser les objectifs pédagogiques et les modules de formation qui vont constituer et qui constituent jusqu'à aujourd'hui l'ossature des blocs de l'enseignement à l'école de santé publique. Je tiens particulièrement à remercier le professeur Adjou Momoni pour le travail intense qu'il avait réalisé. Et à cette époque, sa vue n'était plus très bonne. Il voyait à peine, mais il avait mis toute son énergie pour élaborer ses objectifs pédagogiques et ses modules. Il était quasiment aveugle quand il avait fait ce travail. Il est d'ailleurs aujourd'hui totalement aveugle et chose impressionnante, il continue de publier ses expériences de vie, que je vous recommande d'ailleurs à lire parce que c'est plein d'enseignements. J'ai eu beaucoup de chance de bénéficier de son mentorat et ces enseignements m'ont accompagné tout au long de ma carrière et continuent de m'accompagner d'ailleurs dans la vie maintenant que je suis en reconversion professionnelle, pour ne pas dire en retraite.
une autre stratégie qu'on devait trouver en rapport avec l'identification, recrutement et formation des futurs enseignants pour l'école de santé publique. Au départ, le département de santé publique avait, si je ne me trompe, quelques 4 assistants, le professeur Lusamba, Mapatano, Kiyombo et Msalampasi. Il fallait ajouter à ce corps enseignant de base d'autres enseignants. Et pour ce faire, on a dû déployer un effort immense pour débaucher des assistants en d'autres spécialités cliniques, telles qu'en médecine interne, en pédiatrie, gynéco-obstétrique, ophtalmologie et j'en passe. Au niveau du ministère de la Santé publique, on a dû chercher, stimuler des vocations. C'est ainsi d'ailleurs que le professeur Munyanga a parti du lot de professeurs qui devaient animer l'école de santé publique plus tard. D'autres contacts ont été faits par le professeur Kachala avec les collègues qui étaient en spécialisation en Europe, essentiellement en Belgique. Je crois que c'est le cas du professeur Ngobebe et Okito, qui ont pu rejoindre donc le corps professoral. Quelle a été donc la stratégie pour le recrutement des apprenants? Parce qu'il fallait en avoir. Ici, ça a été un exercice plein de défis. Et il a fallu déployer beaucoup de talents de séduction pour constituer le premier contingent de 20 apprenants. Il faut savoir que c'était des médecins déjà établis, qui étaient déjà sur le terrain, qui avaient leurs responsabilités, qui avaient leur famille. Il a fallu maintenant les convaincre de laisser tout ça et de venir revivre la vie stressante d'apprenants. Heureusement que ça a été assez convaincant. Nous avons utilisé toutes les opportunités qui s'offraient dans le pays, à savoir les conférences annuelles de 100 rues, les formations de médecins de PEV, les formations de FONAMES, pendant la délimitation de zones de santé, lors des supervisions des zones de santé sur le terrain. Donc nous avons utilisé toutes les astuces pour stimuler les apprenants à venir s'exposer à cette formation à l'école de santé publique. Et au niveau du ministère de la Santé publique, le ministre avait même accepté d'introduire dans les critères de promotion la possession d'une spécialisation en santé publique. Donc, ne pouvait être médecin chef des zones, médecin sous-régional ou médecin régional que quelqu'un qui avait donc, le diplôme en santé publique. Ceci a donné un coup d'accélérateur pour avoir les apprenants à l'école de santé publique. Il faut avouer que ça a été tellement engageant que des fois nous avons perdu la voie pour convaincre les collègues à venir à l'école de santé publique. Et aujourd'hui, le mouvement est tellement bien parti que 30 ans après, c'est maintenant l'école de santé publique qui fait la fine bouche pour recruter les gens. Donc là aussi, ça a été un exercice très gratifiant. En ce qui concerne les défis, il y en avait eu quelques-uns que je vais citer ici, qui ont été très marquants. Le premier défi a été au niveau du conseil pédagogique, qui devait continuer de documenter le dossier de la création de l'école de santé publique pour convaincre l'enseignement supérieur et l'université de l'importance de cette école. Sous la guidance du professeur Adjou Momoni, nous avions fait une analyse très fouillée des différents programmes de l'ensemble pratiquement des écoles de santé publique dans le monde. Et à part le Cuba qui avait quelques 900 heures de cours théoriques, si je ne me trompe, l'école de santé publique de Kinshasa venait après avec quelques 600 ou 700 heures de cours théoriques et quelques 1200 heures de cours pratiques. Donc ça a été un exercice assez enrichissant pour nous parce que ça nous avait permis de voir tout ce qui se passait dans le monde dans le cadre des écoles de santé publique et de consolider donc l'argumentaire
à l'endroit de l'université. Ça a dû prendre quelques années avant que l'enseignement supérieur accepte. Dieu merci que ça s'est finalement réalisé. Nous avons un deuxième défi, c'était la suppléance des enseignements. Au moment où corps enseignants orientés vers la formation universitaire était parti en formation, il fallait donner l'impulsion nécessaire au démarrage de code de santé publique. À ces sujets, donc, on a dû mobiliser les différents experts en santé publique au niveau du ministère de la Santé publique, donc, qui étaient fraîchement revenus au pays. On pourra citer ici le docteur Kaosi Sangwa, le docteur Moussinde, le docteur Miaka, Boula, Okobele, Kintaoudi et j'en passe. C'était une période très exigeante en effet, avec beaucoup d'acrobatie pour remplir les différentes obligations au niveau professionnel. Il fallait ménager les exigences d'enseignement au niveau de l'école de santé publique, les multiples obligations au niveau du ministère de la Santé publique et des programmes nationaux. C'était physiquement très très éprouvant. Et je me rappelle très bien à cette époque, je devais quitter la maison très tôt en Binza pour le ministère de la Santé publique où de mettre en place le bureau d'études. Donc j'avais un petit bureau là-bas. Ensuite, passer au projet santé rurale pour régler les problèmes divers des zones de santé, problèmes qui ne manquaient jamais. Ensuite, monter à l'école de santé publique, participer aux enseignements ou aux activités pédagogiques. Et les soirs, continuer le travail des corrections ou alors être avec les étudiants d'Olo pour des échanges. C'était vraiment très exigeant. Et je me rappelle qu'à cette époque, j'ai dû avoir certains démêlés au niveau du projet santé rurale parce que les absences devenaient assez fréquentes et on n'arrivait pas à comprendre pourquoi cet entêtement, cette détermination à vouloir contribuer à la création de cette masse critique pour le développement du système de santé. C'était une période pleine de défis. C'est pour moi ici l'occasion également d'honorer la mémoire de ceux qui nous ont précédés dans l'au-delà. Je parle essentiellement de Boula, de Moussinde, de Miaka et peut-être de tant d'autres que je ne me souviens pas. La mobilisation des énergies était exemplaire pour la réussite du projet de santé publique et tous les nationaux y avaient mis de leur cœur. Il est bien sûr important aussi de souligner ici la suppléance que nous avions eue également de certaines universités américaines. En plus de Tulane University, il y avait les professeurs qui sont venus d'Alabama, de Harvard, dont je était contractant. Et puis il y a eu bien sûr plus tard des enseignants qui nous sont venus des universités belges. Sur le plan local, il y avait les enseignants de la faculté de médecine, surtout les professeurs des sciences biomédicales pour la biostatistique et autres qui étaient venus nous donner un coup de main à l'école de santé publique. Et au niveau de la faculté des sciences, surtout des sciences démographiques et autres. Parmi les défis pédagogiques, il y a eu l'adaptation des apprenants aux nouvelles méthodes d'enseignement, l'approche par résolution des problèmes et l'utilisation des études de cas comme outils pédagogiques ont constitué des défis à relever de manière permanente. Surtout pour la plupart des apprenants qui étaient habitués à la mémorisation. Des résolutions de problèmes étaient chaque fois un défi. Les séances de rétro-information étaient également chargées d'émotions et parfois c'était des guerres rangées entre collègues parce que les apprenants n'arrivaient pas encore à conceptualiser le principe de la rétro-information qui est plutôt un outil de développement individuel et malheureusement a été considéré à l'époque comme de pièges tendus pour faire échouer tel ou tel autre
et tout un ensemble de mécanismes des vengeances, des revanches étaient développés par les apprenants. Ça nous demandait beaucoup d'heures pour expliquer, pour casser l'émotion, pour tirer l'intérêt, l'instrument. Un autre défi était le logement temporaire, ces 20 premiers apprenants, donc quelque part en ville. Nous avons vécu une aventure assez cocasse avec le professeur Kachala. On nous avait annoncé un établissement en ville, à Yolo plus précisément. Et nous sommes allés voir sur place. C'était un bordel en plein milieu d'un quartier populaire, dans un environnement totalement malsain, et qui nous avait été proposé donc, pour loger les étudiants. Heureusement, après quelques recherches et démarches et beaucoup de persévérance, nous sommes donc tombés sur cet hôtel de Ndolo, un bel édifice qui était tombé en faillite et qu'on a dû réhabiliter en urgence pour recevoir les premiers groupes d'apprenants. Pour eux aussi, c'était un grand défi parce qu'il fallait partir de Ndolo à 6h et 6h30 pour commencer les cours à l'université, donc à 8h. Et puis le soir, on devait les ramener. Et souvent, nous avons donc passé beaucoup de moments ensemble en Ndolo pour échanger, pour encourager, pour stimuler, parce qu'ils étaient venus sans leur famille. Et puis une autre question qui nous était posée, qu'est-ce que cette formation leur apporterait en termes d'avantages professionnels? Est-ce que ça allait donner un salaire en plus ou des responsabilités en plus? Donc c'était autant de questions. À l'époque, on n'avait pas de réponse, sauf que ça allait améliorer leur façon de faire les choses. Un autre défi, c'était l'introduction de l'outil informatique. Notre école était parmi les premiers en Afrique à créer, à offrir donc cet enseignement. A mis à défi le professeur Adjou-Moumouni qui était, comme je l'ai dit tout à l'heure, malvoyant, mais avec une personnalité, une détermination incroyable à déplacer les montagnes. C'est ainsi que Adjou-Moumouni va se décider d'apprendre l'informatique. Et je vais avoir la chance d'accompagner ces sexagénaires dans cet exercice. Mais il tenait tellement, et ici, il va me donner quelques leçons de vie, quelques principes d'or qui m'ont servi, qui continuent à me servir jusqu'à aujourd'hui, pour s'encourager à aller de l'avant. Il avait cet adage qui disait si tu travailles aujourd'hui avec les outils d'hier, tu seras sans emploi. C'était un appel permanent à l'actualisation des connaissances, à la persévérance. Et c'est encore valable aujourd'hui. Et dans cet ordre d'idée également, il avait cet adage qui disait, si tu veux enseigner le latin à Jean, connais Jean d'abord et le latin ensuite. Et ça a été toute la base qui nous a permis d'élaborer les objectifs pédagogiques en allant d'abord chercher la connaissance des problèmes de santé de notre pays, les problèmes de santé que vivaient nos communautés, les traduire en outils pédagogiques pour enfin être capable de résoudre les problèmes qui s'y est posé. Donc j'ai eu beaucoup de chance d'avoir eu Adjou-Moumouni comme mentor pendant les moments que j'ai passés à l'école de santé publique. Finalement, pour terminer, je voudrais remercier et féliciter tous ceux qui ont pu contribuer à l'édification et au renforcement de cet outil merveilleux de développement sanitaire qu'est l'école de santé publique au cours de ces 30 dernières années. Si je me permettais de spéculer sur les chiffres d'inscription des étudiants au départ, qui étaient 20 par année, je pourrais dire que l'école de santé publique, au cours de ces 30 dernières années, a mis sur le marché, tant national qu'international, quelques 600 à 700 spécialistes en santé publique. Quelle contribution magnifique que vous avez fait
pour le développement sanitaire de manière générale. Les échos qui nous parviennent tant au pays et surtout au niveau des autres organisations internationales où vos ressortissants sont acteurs, sont tellement pleins d'éloges que je ne peux que vous féliciter et m'associer à cette fierté légitime d'avoir pu mettre en place un outil aussi important et surtout de l'avoir rendu encore plus fort à travers les temps, à travers les défis et les nombreuses crises que connaissent le pays. Joyeux anniversaire et merci encore une fois de nous avoir associés à cette belle fête.